Et on retrouve tout de suite Bernard Veil avec ses invités dans son émission Parlons Patrimoine. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission qui, comme vous le savez, les horaires ont un petit peu changé. Donc, on passe notre direct le mardi à 17h30 et ça sera le lundi suivant où il y aura la retransmission à 17h30 toujours pour 1h30 de programme. Comme à l'accoutumée, on commence avec Marie-Caroline Lemay et cette fois-ci, on va parler de l'automatisation de ses finances. Bonsoir Marie-Caroline. Bonsoir, ça va bien? Ça va très très bien. Alors, qu'est-ce que c'est l'automatisation de ses finances? Ça veut dire quoi, automatiser ses finances? Pour faire simple, c'est vraiment avoir comme un système qui est mis en place et qui, de manière automatique, va permettre d'exécuter ce qu'on a choisi de faire. C'est très vaste ce qu'on peut faire en termes d'automatisation, mais on peut automatiser ses factures, par exemple. On peut automatiser son épargne en ayant un transfert automatique et ses investissements aussi en ayant un transfert qui permet d'avoir justement de l'argent qui bouge et qui est investi automatiquement. Et donc, en fait, ça a plein d'avantages parce que en termes de facture, par exemple, on va toujours payer à temps. On n'aura jamais d'agio, etc. Pour tout ce qui est épargne, le but, en fait, c'est toujours de se payer en premier. Donc, dès qu'on a son salaire, il y a un virement automatique de son compte qui est fait à un compte d'épargne. Donc, on a besoin de décider à l'avance quel montant on va épargner. Et quand on fait ça, on a tendance à économiser plus que si on attendait la fin du mois et voir, en fait, ce qui restait. Donc, Alors, je vous interromps. en premier. Oui. Alors, je vous interromps et je vais tout de suite rebondir et vous poser deux questions. Ça donnera un petit peu plus d'animation à notre entretien. Donc, d'abord, est-ce qu'on a vraiment intérêt à automatiser? Parce que quand on automatise, l'arme de l'automatisation, si je peux m'exprimer ainsi, elle peut aussi se retourner contre nous. C'est-à-dire, elle peut déclencher un paiement alors qu'on n'a pas l'argent. Pour la plupart d'entre nous, les salaires sont automatisés, donc les incomes, les rentrées sont automatisées aussi, et on a une somme qui arrive. Elle pourrait ne pas arriver, et ensuite, par un effet domino, elle pourrait ne pas donc ne perturber les paiements qui auraient été automatisés. Ensuite, il y a beaucoup de factures qui peuvent être automatisées et qui peuvent aussi être source de contestation, où on n'est pas d'accord sur le prix à payer, où on estime l'avoir déjà payé. Et là, on va perdre un petit peu de moyens. Après, il y a un autre sujet. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais une fois, ça m'est arrivé, moi. Et je regardais des prélèvements automatiques et je ne savais plus ce que c'était. Et je voyais bien que j'étais prélevé de quelques euros. Il n'y avait rien de grave en termes de la somme et je ne savais plus ce que c'était. Un jour, j'ai pris un coup de sang, j'ai appelé la banque, j'ai bloqué tous les prélèvements automatiques. Et je me suis dit, je remettrai en place quand un créancier m'appellera, il me dira, monsieur, il s'est passé ça, ça et ça. Et il y a des prélèvements que j'ai jamais remis en place, que je n'ai jamais plus su ce que c'était, et donc personne n'a fait. Donc il peut aussi y avoir une forme de lassitude, un manque de contrôle avec des choses comme ça. Et on peut aussi peut-être perdre le contact avec la réalité parce que épargner, c'est construire son avenir, ou rembourser un crédit, c'est aussi construire son avenir. Être proche de l'acte d'une manière quotidienne ou d'une manière mensuelle, c'est aussi avoir conscience de ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Alors voilà, il y a pas mal de choses. Je vous laisse un petit peu réagir à tout ça. Oui, non, complètement en fait, l'automatisation, ça va permettre il y a plein d'avantages dans le sens où ça va permettre de se libérer de la charge mentale. Donc, il y a plein de choses dont on ne pense plus qui sont faites automatiquement, mais ça ne veut pas dire non plus que puisque tout est fait, on ne regarde plus rien. Donc, il faut trouver la juste balance entre trouver en fait les choses qu'on est sûr qui vont se passer. Donc, par exemple, vous parlez de débit que vous ne savez plus ce que c'est. Donc, ça, c'est peut-être des souscriptions ou quelque chose comme ça. Mais par contre, je ne sais pas, payer son eau, payer son électricité, même si on peut contester, mais de toute manière, ça, tous les mois, ce sera plus ou moins la même somme. Donc oui, automatiser, mais en même temps garder le contrôle et toujours regarder ses comptes parce qu'effectivement, plus il y a de choses qui sont automatisées, plus il y a de mouvements qu'on n'attend pas puisque, encore une fois, ils sont prélevés directement. Donc, il faut être bien sûr d'avoir l'argent et pour être bien sûr d'avoir l'argent, encore une fois, contrôler ses finances
connaître ces chiffres pour ne pas avoir justement de mauvaises surprises et d'être du coup en négatif, etc. Alors, OK. Et cette automatisation, qu'est-ce qu'elle va réellement apporter? Est-ce qu'elle apporte un gain? D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup d'organismes qui proposent des prix ou des réductions si on automatise? Et voilà, parce que bon, on sent à votre manière de parler que vous la proposez et que vous l'encouragez, mais qu'est-ce qu'elle apporte réellement? En fait, ce qu'elle apporte, c'est la façon de toujours, donc par exemple, si on prend l'investissement, de toujours de vouloir investir, et ça, on va le faire tous les mois, par exemple. Alors que au final, si c'était nous qui devions investir tous les mois, il y a peut-être un mois où on est en vacances, l'autre mois où on a beaucoup de boulot, donc on n'y pense plus. Donc là, au moins, il y a quelque chose qui est ancré, et donc on arrive vraiment à aller plus vers ses buts, puisqu'il y a quelque chose qui est automatique, qui est fait. Donc pour moi, c'est vraiment plus une façon d'être sûr de quand la motivation descend un peu, en fait, il y a quelque chose, quelqu'un, entre guillemets, qui prend le relais pour nous et qui continue à faire ce dont on a envie de faire. Alors, moi là-dessus, en tant que un peu spécialiste du patrimoine, je me dis toujours la chose suivante. À partir du moment où vous allez organiser une épargne, donc vous allez dire, voilà, d'accord, allez, 300 € tous les mois sont prélevés sur mon compte, vous allez réfléchir toute seule où ils vont aller ou réfléchir avec un conseiller quel qu'il soit et vous allez dire, voilà, moi j'achète des actions européennes parce que je pense que la bourse est une question de cycle et que de toute façon, dans 10 ans ou dans 15 ans, on sera plus haut que ce qu'on est aujourd'hui, ou je vais acheter parce que je veux acheter un ETF, parce que je veux acheter ce fonds ou parce que je veux acheter tel fonds, ou ainsi de suite. Et là, derrière, ce qu'on sait très bien, nous, les professionnels du patrimoine, c'est qu'il y a une inertie qui va se mettre en place. D'ailleurs, les vendeurs le savent aussi, et c'est pour ça qu'ils poussent. Une inertie va se mettre en place et vous allez regarder le premier mois l'évolution du fonds ou des fonds sélectionnés. Le deuxième mois, vous allez le regarder aussi. Et ensuite, l'effet d'inertie va se mettre en place et vous n'allez plus rien regarder. Donc, la question que je vous pose, est-ce que ce n'est pas une arme à double tranchant? Ou alors j'ai même plutôt envie de ne pas vous poser la question, de vous dire c'est une arme à double tranchant et n'avez-vous pas peur qu'elle se retourne contre les gens qui iraient dans ce sens-là? Donc, oui et non. Encore une fois, ça dépend comment c'est fait et si c'est bien fait. Et donc, pour savoir si c'est bien fait, c'est vraiment, encore une fois, connaître ces chiffres et savoir sur quoi on investit. Donc, il y a plein de plateformes. Vous parlez de plateformes tout à l'heure. Donc, il y a je sais pas, eToro, Revolut, Trade Republic, il y en a énormément qui permettent justement d'économiser ou d'investir X tous les mois. Et donc ça va permettre, par exemple, de lisser notre point d'entrée sur le marché. Donc, plutôt que d'investir en une fois un montant, on va pouvoir, comme vous avez dit, 300 €, 1000 € plus. Et du coup, ne moins, entre guillemets, être assujetti à la volatilité du marché. Et après, il y a d'autres automatisations qui peuvent être faites aussi sur l'investissement. C'est par exemple de choisir des fonds qui sont dits des fonds d'accumulation et non pas de distribution. Et donc ça, c'est tout, par exemple, les dividendes que vous allez récupérer via des placements en actions qui vont être réinvestis dans le fonds plutôt que d'être versés vers nous, puisqu'après, encore une fois, comme vous l'avez dit, une fois de temps en temps, on va avoir la motivation de réinvestir ou de regarder ses investissements, sa stratégie, et voilà. Mais il faut du temps, il faut de l'énergie, il faut de la motivation. On peut l'avoir une fois de temps en temps, mais pas nécessairement tout le temps. Donc, du coup, combiner les deux avec l'automatisation, ça permet justement d'avoir quelque chose qui est plus lisse et qui est moins une fois de temps en temps. Alors, est-ce qu'il y a un type de dépense où là, vous déconseillerez l'automatisation? Certaines dépenses où là, vous dites non, vaut mieux garder le pilotage et vaut mieux le faire, même si ça prend un peu de temps, soit parce que il existe trop de problèmes techniques qui sont remontés à vous, soit parce qu'il pourrait y avoir des difficultés trop importantes avec le fournisseur du service qu'on paye, soit pour d'autres raisons. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous êtes méfiant? Puisqu'on a bien compris que globalement, vous êtes plutôt favorable je vais aller un peu plus loin que vous, à l'ultra-automatisation, et tant des entrées que des sorties. Mais est-ce qu'il y a des choses où votre expérience ou alors votre savoir vous dit de vous méfier? Je dirais tout ce qui est souscription. Donc, tout ce qu'on choisit en fait une fois, par exemple, par an. Donc,
ça peut être une souscription à son club de gym, à un magazine, à je sais pas, Spotify, enfin n'importe quoi, puisqu'en général, c'est prouvé encore une fois qu'il y a quand même plein de gens qui payent ce genre de service mais qui ne l'utilisent pas. Et donc, du coup, de devoir payer chaque mois ce genre de choses, en fait, ça permet de repenser, ah, mais je paye 50, 100 euros pour ce club de gym, mais je n'y suis pas encore allée du mois, ou alors j'y suis allée qu'une fois. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc, c'est se reposer la question. Alors que si c'était automatique et du coup, ça fait partie des dépenses, bah, voilà, on dépense de l'argent, mais au final, qui est mal utilisé. Donc, tout ce qui est subscription, pour moi, c'est vraiment plus une question de payer pour être sûr qu'on paye, mais parce que je m'en sers. D'accord. Donc là, ce que vous mettez un petit peu en cause, un peu comme on le voit beaucoup dans les organismes de défense de consommateurs ou sur les blogs, c'est un petit peu, entre guillemets, l'arnaque au renouvellement automatique, c'est ça? C'est ça, ouais. Ou même sans que ce soit renouvellement automatique, juste aussi, quelquefois, évidemment, quand on a pris une inscription, par exemple, sur 1 an, on ne va pas pouvoir nécessairement partir au bout de 6 mois, mais si on paye au mois et qu'on se rend compte que, encore une fois, à septembre, c'est la rentrée, on a plein d'énergie, de projets, etc., et on pensait qu'au final, ça ne se passe pas, bah, plutôt que de payer sans l'utiliser, autant arrêter. D'accord. Alors, d'autres choses sur cette automatisation, encore quelques petits trucs, quelques petites mésaventures, quelques petites aventures qui vous sont arrivées, ou un peu de remontée par rapport à ce sujet que vous avez déjà abordé dans votre blog? Oui, non, je pense que ça plaît pas mal, l'automatisation, pour être honnête. Encore une fois, je pense que les gens comprennent vraiment le concept de quelquefois on a la motivation, quelquefois on a le temps, quelquefois on a l'énergie. Mais quelquefois, il y a la vie qui prend le cours et du coup, on n'a plus le temps de regarder ses finances puisque regarder ses finances, c'est pas non plus ce que tout le monde, enfin, la priorité numéro 1 de tout le monde. Donc, du coup, ouais, hyper utile si, encore une fois, on est à l'aise avec ces chiffres, on sait qu'est-ce qui peut partir parce qu'on n'en aura pas besoin. Et puis, évidemment, comme vous l'avez dit au début, le contraire de ou le problème de l'automatisation, c'est qu'on peut ne plus se rendre compte de ce qui part. Donc, toujours quand même avoir un minimum d'implication, de regarder une fois par mois ses comptes ou plus en fonction. D'accord. Alors, la semaine dernière, on a parlé de l'argent des enfants et de l'argent de poche. L'argent de poche aussi, vous proposez de l'automatiser? Alors ça, j'allais dire, c'est quand même un peu… j'y ai jamais pensé, pour être honnête. Donc ça, c'est plus pour les parents. Après, moi, j'aime bien le rituel, en fait, de donner de l'argent. Donc, je ne le ferai pas nécessairement, mais chacun est différent, donc pourquoi pas, hein. Moi, Alors, j'aime bien le fait voilà, c'est une nouvelle semaine ou c'est un nouveau mois. Voilà, il y a de l'argent qui arrive. Certes, il arrive quand même si on est automatisé, mais du coup, ça fait quand même un petit rituel pour moi. d'accord. Alors, il nous reste 1 minute. On va un peu revenir au sujet de la semaine dernière, parce que ça, c'est un point qui me paraît un petit peu important. Donc, je rappelle pour nos auditeurs, le sujet de la semaine dernière, c'était l'argent de poche vis-à-vis des enfants. On a parlé des jeunes enfants, des pré-ados, des ados et même des jeunes adultes. Est-ce que le fait de l'automatiser, ça n'enlève pas un espèce de pouvoir aux parents et ça ne donne pas une dimension d'un argent un peu comme un salaire? C'est-à-dire que quand on a un salaire, le patron, il n'a pas le droit de dire je te donne pas. Enfin, voilà, il donne, il peut y avoir plein de sanctions vis-à-vis d'un salarié, mais en tout cas, le salaire arrive parce que le travail a été fait. Donc, si on décide avec ses enfants qu'il doit y avoir de l'argent de poche, est-ce que le rituel n'est pas en vérité une sorte de perversion et de volonté de conserver un pouvoir? Alors que si on lui dit tu as droit à de l'argent, moi, je suis parent, je ne vais pas intervenir dans cet argent, je vais intervenir, bien sûr, je ne vais pas te laisser acheter de la drogue ou faire ci avec l'argent, mais en fin de compte, c'est un peu comme un salaire. C'est-à-dire que ça devient un droit et ce n'est pas une récompense. Alors juste, allez, en 30 secondes, pour compléter, l'argent de poche, c'est un droit à partir du moment où on l'institue ou c'est une récompense? Pour moi, c'est plus une habitude. Récompense, en fait, donc un droit, non.
Enfin, je veux dire, c'est des enfants, non. Et Et attention une quand vous dites récompense. enfant, hein, parce qu'on est enfant Oui, oui, de oui, 0 ou à ado, 99. Hein. Donc, de quels enfants oui. on parle, hein. Donc, Non, non, mais un droit pour moi, non, parce que enfin, j'aime pas ce concept. Et par contre, une récompense, bah oui ou non, parce que toutes les semaines, si jamais l'argent de poche est hebdomadaire, les enfants n'auront pas nécessairement de choses à fêter ou à célébrer. Donc pour moi, c'est plus une habitude. Et l'habitude, du coup, où bah, les personnes enfin les enfants, ados ou autres, prennent en charge en fait leurs finances. Donc ni l'un ni l'autre. ni l'un ni l'autre. OK. Eh ben, c'est sur ces mots qu'on va se quitter, Marie-Caroline. Merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours avec un nouveau sujet et un nouveau thème. Allez, Merci à très beaucoup. bientôt. Au Bonsoir. revoir. Et nos spécialistes du marché, Teddy Cognier et Étienne Gourjon, nous ont rejoints. Et on va maintenant pouvoir se concentrer sur cette partie. Je commence tout de suite avec mon édito. C'est pas triste, le Truman Show. J'ai l'impression que depuis 2020, nous vivons un peu comme dans le Truman Show. Je m'explique. En mars 2020, pour faire face à une vraie épidémie, on déclenche un confinement, ce qui équivaut à provoquer une récession. Donc, acte 1, la récession. Comme on ne veut pas de récession, en tout cas pas ses effets, on envoie de l'argent dans le circuit via des plans de relance. Acte 2, on a une relance qui nous empêche d'avoir une récession. En tout cas, une récession, les chiffres sont là, mais on la sent pas. Acte 3, mauvais réglage. Les curseurs ont été mal positionnés et l'inflation commence à pointer son nez du fait d'un problème d'offre. Là, il se passe quoi? La Russie envahit l'Ukraine. Cela aurait dû être un épiphénomène, mais les Occidentaux déclenchent des sanctions. Ces sanctions entraînent une raréfaction du gaz, qui en vérité est la réponse russe, et en conséquence, une flambée des prix de l'électricité, puisqu'en Europe, on a une grosse partie de l'électricité qui vient du gaz. Et ça nous apporte un choc d'inflation. Là, on est dans les faits. Pour l'instant, je n'ai pas encore donné d'opinion. On verra si nos invités veulent dire que mes faits sont un petit peu orientés, mais je pense que je suis bien resté dans les faits. On a donc ce choc d'inflation, et le choc d'inflation doit produire un choc des taux, qui à son tour produit une récession. Alors, notre choc des taux, il est extrêmement bizarre parce qu'on n'a pas de choc des taux, puisque on monte les taux, mais on les monte moins vite que l'inflation, donc les taux nets réels sont encore des meilleurs taux qu'avant, mais il y a quand même le côté psychologique de la valeur absolue, donc on a un petit choc des taux. La récession que ça doit provoquer, je vous rappelle que c'est ce qu'on veut, enfin c'est ce que les banques centrales et les gouvernements veulent. Et là, on a deux grandes hypothèses, soit un atterrissage en douceur, et une fois l'inflation maîtrisée, on restimule l'économie. Donc, restimuler l'économie, ça veut dire on rebaisse les taux et on trouve des mesures d'accompagnement, d'injection de liquidité et on fait repartir la machine. Soit on maîtrise mal l'atterrissage comme un pilote, on a un atterrissage plus violent, on a donc son corollaire une récession plus forte. Là, on a toujours la même recette, on restimule l'économie et cette fois-ci avec des mesures un peu plus fortes. Ça prend un peu plus de temps, mais ça fonctionne. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, la restimulation des économies a toujours fonctionné. L'économie qui a dû être le plus fortement restimulée pour repartir, ça a été l'économie américaine pendant la crise de 29. Là, il a même fallu la Seconde Guerre mondiale pour remettre à fond une machine de production. Mais en tout cas, ça a à chaque fois fonctionné. Aujourd'hui, les chiffres ont tendance à nous montrer que nous allons être en récession. Donc, techniquement, la récession, c'est 2 trimestres de croissance négative. Pourtant, il n'y a pas encore les dégâts classiques. Les rendements réels sont toujours négatifs. L'épargne des ménages reste élevée. Donc, il n'y a pas vraiment de crise de la consommation à attendre, donc de la demande. Le marché du travail est solide, et il est même plus que solide, même si on commence à voir des petites choses. Donc, ces éléments, plus la capacité des banques centrales à piloter le retour à la mainmise des États sur l'économie, donc ça, il faut bien le voir aussi. Hein, c'est que depuis le Covid, on a une mainmise des États sur l'économie qui se renforce. On s'éloigne du libéralisme, me font dire qu'on va plutôt vers un atterrissage en douceur que vers un atterrissage violent, et en conséquence, un redémarrage en douceur aussi. En revanche,
on est bon pour des hausses des taux qui nous amèneront bien plus haut qu'aujourd'hui. Et malheureusement, la bourse n'aime pas vraiment les hausses de taux. Mais c'est un petit peu un autre sujet. Donc, globalement, j'ai deux questions. Est-ce qu'on va vers un atterrissage en douceur ou pas et pourquoi? Et jusqu'où iront les taux? Allez, Étienne, on n'a pas souvent l'occasion de vous avoir. On commence par vous. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous interprétez ça? Comment ça se passe chez Sanso? Merci Bernard. Alors, chez Sanso, je vais faire un tout petit peu d'historique. Je suis passé à l'université d'été de l'asset management. J'ai fait une présentation sur cette thématique qui nous réunit aujourd'hui tous ensemble. Et pour bien la cerner, je suis retourné un peu dans les bouquins d'histoire pour voir si l'histoire pouvait nous apporter quelques enseignements utiles. Pour répondre à votre question, je vais donc reprendre quelques liens avec l'histoire. Le premier, c'est qu'on a regardé ce que nous expliquait la Fed sur les 13 derniers cycles haussiers de taux. Donc, on a regardé les 13 cycles haussiers de taux, on s'est aperçu de plusieurs choses. La première chose, c'est qu'en médiane, en moyenne, pour faire simple, la Réserve fédérale, historiquement, augmente ses taux quand l'inflation dépasse 2,5. Là, elle a commencé à augmenter ses taux à 8,5. Et ce qui est assez intéressant, c'est que nous, il y a un an, quand on a vu des chiffres d'inflation remonter très fortement, on s'est posé la question, vraiment transition ou pas transition? Et encore une fois, on s'est replongé dans des bouquins d'histoire pour répondre à cette question et on s'est dit, qu'est-ce qui fait qu'une inflation peut être justement pas de transition, mais une inflation structurelle qui va être compliquée à juguler? En fait, historiquement, donc République de Weimar, tout ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, les années 70, on a regardé tous les épisodes d'inflation sur le siècle et demi passé. Ils ont tous deux points en commun, tous. Le premier, ça commence toujours par un choc sur l'offre. Le choc sur l'offre, on en a eu un, c'est la crise sanitaire, puisque l'économie, la production s'est arrêtée. Et il a été suivi par plein de mini-chocs sur l'offre. Et vraiment, on en a eu un pataquès. Évidemment, la guerre en Ukraine est un choc sur l'offre, puisqu'il y a plein de produits qu'on ne pouvait plus avoir, ou en tout cas plus au même niveau de prix. Mais aussi, les événements climatiques qu'on a pu voir récemment sont des chocs sur l'offre. C'est-à-dire, quand on a une canicule et que derrière, on a des inondations, c'est un mini-choc sur l'offre. Donc, on a eu un gros choc sur l'offre avec la crise sanitaire et plein de petits qui se sont succédés. Là. Donc, je fais écho à ce que vous avez dit en introduction. Première chose, il vous faut ça. La deuxième chose, c'est qu'en général, quand vous avez un choc sur l'offre, vous avez toujours la masse monétaire qui suit et qui augmente fortement. Parce qu'en face de ça, pour combattre ce choc, les gouvernements, les banques centrales inondent les marchés de liquidités pour que la production de crédit reprenne, que l'économie reprenne. Maintenant, je vais illustrer ces deux points. Le choc sur l'offre, ce n'est pas la peine d'y revenir. On a vu la récession, on en est sorti. Ce qui est intéressant, c'est le choc à la hausse de la masse monétaire. Je vais prendre le cas des États-Unis, puisque c'est toujours le plus illustratif. Aux États-Unis, l'année dernière, entre les stimulus budgétaires de Trump, le dernier de Trump, et celui de Biden, le Build Back Better, plus ce qu'a fait la Fed, vous avez injecté un peu moins de 20% de stimulus dans l'économie américaine. Sachant qu'en 2021, l'économie américaine, en PIB, avait déjà récupéré ses plus hauts. 18%, pour vous le normer, c'est un chiffre qu'on n'avait atteint qu'une seule fois dans l'histoire des États-Unis, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. En temps de paix, on n'avait jamais fait ça. Une autre façon de voir les choses, c'est que vous avez un patient qui était l'économie américaine, qui était revenu à peu près sur ses deux jambes, dans laquelle on a mis une dose survitaminée, mais à un niveau extrême. Et si vous regardez tous les chocs d'inflation, encore une fois, sur un siècle et demi, ils ont toujours ces deux corollaires, un choc sur l'offre et une masse monétaire qui explose à l'os. Et on a eu les deux. Des deux côtés de l'Atlantique, on a eu les deux. Maintenant, je vais revenir sur ma réserve fédérale. Et là où, et je vais répondre à votre question sur récession soft ou récession un peu plus dure. La Réserve fédérale a perdu un peu moins d'un an avant d'absorber une partie de cette liquidité. Et donc, cette inflation, elle est totalement diffuse. Et la preuve qu'elle est diffuse, c'est que tout le monde en parle. Quand ma grand-mère parle de l'inflation, quand ma voisine, qui est totalement hors monde financier, parle de l'inflation, c'est que l'inflation est profondément ancrée dans les mentalités. Et ça veut dire que les problématiques de spirale prix-salaire commencent à s'enclencher. C'est vrai aux États-Unis, ça commence en Europe. Vous êtes dans une logique de tension inflationniste.
profondément ancrée. Et historiquement, pour réussir à juguler l'inflation quand elle est si ancrée, c'est jamais des bonnes nouvelles sur l'économie. Et donc, pour nous, Sanso, et c'est un peu comme ça qu'on a positionné les portefeuilles depuis l'année dernière, l'idée c'était que l'obligataire, ça ne va pas être terrible, il faut être très très court, des obligations de maturité extrêmement courtes. Et puis, si possible, plutôt des shorts sur les taux. Et on s'attend, nous, à une récession traditionnelle, pas obligatoirement quelque chose de… C'est pas à la 2008. On ne voit pas une récession à la 2008, mais on voit une récession assez traditionnelle à la 2001-2002, à la 92-93 aux États-Unis. Enfin, des chocs de récession qu'on a pu voir, qui ne sont jamais des bonnes nouvelles. C'est plutôt des moments qui restent difficiles sur les marchés. Je le rappelle, la moyenne des baisses du S&P en période de récession, c'est plutôt 40%. Donc, on a fait la moitié du chemin. Donc ça, c'est un peu comme ça que nous, on voit les choses. Et ce n'est pas parce qu'on est obligatoirement négatif particulièrement, c'est que simplement, la Réserve fédérale a mis trop de temps à juguler une inflation. Elle va avoir beaucoup de mal à la juguler. Là, ce qu'on appelle le taux terminal, donc le taux qui est estimé, où la Réserve fédérale s'arrête, il est estimé à 4,60. Historiquement, les taux nominaux pour combattre l'inflation, quand l'inflation est si profondément diffuse dans l'économie, il faut qu'à un moment, les taux nominaux dépassent le niveau de l'inflation. Et ça, c'est pas du tout, dans les prix. On ne dit pas que c'est ce qui va se passer, mais ce qu'on dit, nous, c'est qu'on ne peut pas l'ignorer. Et donc, nous, on pencherait plutôt, en tout cas sur la partie obligataire, pour une récession, une bonne récession. Encore une fois, comme on en a vu quelques-unes, pas les pires, mais pas les plus anodines non plus. Et ça serait plutôt milieu de l'année prochaine. On n'a pas de boule de cristal, évidemment, on n'a pas le mois, la semaine ni l'heure, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a déjà des signaux avant-coureurs que ça ralentit à droite à gauche. Et puis, on a encore en face de ça, finalement, un marché d'emploi extrêmement solide. Donc, ce n'est pas tout de suite, c'est pas tout de suite, mais ça devrait arriver. Je finirai peut-être avec une chose, si vous me le permettez, Bernard. Il y a une chose dont on ne parle pas encore, c'est la solvabilité de la dette, plutôt la soutenabilité de la dette. On est dans un environnement un tout petit peu différent, comme vous l'avez très justement expliqué. On a combattu les problèmes avec la même raison du problème. C'est-à-dire qu'on a eu des crises de la dette et on a combattu ça avec plus de crédit. Ce qui fait qu'on est à des niveaux d'endettement assez inédits dans l'histoire, que ce soit aux États-Unis comme en Europe. On est entre 100 et 110 points de PIB de dette. Et le problème, c'est que quand vous avez autant de dettes et une charge de la dette qui augmente, vous avez beaucoup moins de marge de manœuvre. Je ferai référence à ce que la Fed a essayé de faire entre 2016 et 2019. Ce qu'elle a réussi à faire, c'est augmenter ses taux de 225 points de base. Ils étaient à 25 BP, elle est montée à 250. Elle a réussi à baisser la taille de son bilan de 750 milliards et elle a dû s'arrêter au mois d'août 2019 parce que l'économie était en train de plonger. Tout le monde sait que, quoi qu'il arrive, qu'il y ait eu crise sanitaire ou pas, l'économie américaine rentre en récession. Donc là, on est déjà bien au-dessus de ces niveaux-là. Elle veut faire baisser la taille de son bilan de 1000 milliards avec un stock de dette aussi impressionnant, étant donné qu'elle a commencé à battre l'inflation assez tardivement. Je n'arrive pas à imaginer qu'on puisse s'en sortir juste avec une… Enfin, je pense que ça sera une bonne récession. Enfin, une récession. Allez, on va passer la parole à Teddy Cognier de Fentum. Teddy qui sera avec nous après pour nous parler de sa société, des fonds qu'il met en avant. Mais là, sur ces sujets précis, donc je vous les rappelle, atterrissage en douceur ou pas et jusqu'où iront les taux? Alors, déjà bonjour à tous. Merci Bernard pour l'organisation de cette petite vidéo. Déjà, atterrissage en douceur, c'est vrai que j'ai un point de vue assez intéressant car Fentum représente deux sociétés de gestion, Etenea et MindFirst. Et la vision côté Etenea est plutôt, on va dire, un peu plus pessimiste que celle du côté MindFirst qui est un peu plus, je ne dirais pas optimiste, mais qui est plus sur effectivement un atterrissage en douceur où les banquiers centraux et différentes politiques menées pourront améliorer la reprise économique. Mais ce qui est intéressant, c'est le point de vue du côté Etenea. Les gérants sont un peu plus pessimistes
où eux, ils estiment que l'atterrissage en douceur sera un peu plus compliqué sans amélioration de l'offre, notamment. Donc, pour eux, effectivement, on va entrer clairement dans une bonne récession. Car il y a pas mal de dossiers, de sujets qui, eux, les préoccupent, qui sont peut-être un peu plus aussi géopolitiques de manière générale. Il y a effectivement des élections en Europe, notamment en Italie, qui les préoccupent. Il y a aussi un environnement qui risque d'être compliqué parce qu'il y a des élections aussi au Brésil, où on voit très bien que ça va être un match très tendu entre Jair Bolsonaro et Lula, et un potentiel aussi scénario, on va dire, à la Trump, où Jair Bolsonaro, s'il perd, il a vraiment du mal à reconnaître sa défaite. Et le problème, c'est que le Brésil est une démocratie qui est un peu plus jeune quand même que les États-Unis, et les institutions ne sont peut-être pas aussi solides que les institutions américaines pour faire face à ce type de problème. Et il y a un environnement pour les gérants des TNA qui, selon eux, est très difficile, donc pour les hommes politiques, où il y a un risque d'erreur de manière générale. Donc pour eux, on est dans un moment extrêmement très compliqué où on devrait entrer dans une récession qui va être difficile, et la croissance va ralentir de manière assez certaine. Et comme ça a été cité juste avant, dans un environnement inflationniste extrêmement diffusé, car l'exemple effectivement de la grand-mère qui parle d'inflation, on voit très bien que dans la population, c'est totalement imprégné. Et par rapport à ça, ils estiment aussi qu'on a du mal encore à voir jusqu'où peut aller ces problématiques d'inflation, notamment en Europe, où on va être confronté à des coûts d'énergie qui vont être quand même assez agressifs, même s'il y aura des politiques qui vont être mises en place, que ce soit en Allemagne, en France ou en Grande-Bretagne, pour aider les populations sur ce sujet. Il est quand même très difficile de voir comment le consommateur se comportera et absorbera cette hausse du prix de l'énergie. Pour l'instant, je vous interromps, Teddy, mais pour l'instant, c'est l'État qui l'absorbe pour nous en France. Hein. C'est l'État qui absorbe pour nous, mais combien de temps elle pourra l'absorber? C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on a les reins aussi solides que d'autres États pour le faire? Je ne sais pas. À un moment, il faudra que le consommateur paye, mais à quel niveau, je ne sais pas. Et pendant combien de temps, nous ne le savons vraiment pas. Donc, on est dans un environnement qui va être globalement plutôt stagflationniste, où les banquiers centraux relèvent les taux peut-être de manière un peu plus agressive dernièrement. Et pour nous, ce n'est pas exclu qu'ils continuent à les relever de manière assez agressive. Donc, clairement, récession pour les gérants des TNA, relèvement des taux qui va se poursuivre. Et côté MindFirst, eux qui sont des gérants qui sont plus stock pickers que global macro, ce qu'ils voient de manière générale pour les entreprises est aussi intéressant. Alors, MindFirst est une entreprise allemande, donc comme vous le savez, voilà, les entreprises allemandes sont confrontées à de grosses difficultés actuellement. Les industries allemandes sont dans un environnement très difficile où les perspectives ne sont clairement pas bonnes. Donc voilà, il faut le dire. En tant que société de gestion allemande, c'est vrai que même si on fait la promotion de fonds allemands, de fonds actions sur l'Allemagne, il est très clair que ce n'est pas un investissement que nous mettons en avant pour nos partenaires, parce que c'est un environnement qui est extrêmement compliqué, avec peu de visibilité pour ces entreprises. Et même si l'économie allemande a historiquement les reins solides, elle est confrontée à une crise inédite sur laquelle elle n'avait pas, disons, parié ou envisagé une telle sortie. Bon, allez, je vais vous interrompre parce qu'autrement, on va prendre ton temps. On va juste conclure. Ça leur fera les pieds aux Allemands pour une fois. Et on va passer à Julien qui va réagir sur ces sujets. Et après, on passera au point marché. Alors, Julien, mettez votre micro. Voilà. Excusez-moi, bonsoir, Bernard. Super. Donc, on a les deux questions d'origine, c'était atterrissage en douceur ou pas, jusqu'où iront les taux. Je vais plutôt vous demander de réagir sur ce qu'ont dit Étienne et Teddy. Donc, pour Étienne, c'est on va vers une crise classique, pas une des plus fortes, pas une des moins fortes,
Donc, on va vers une crise classique. Donc, un atterrissage, allez, pas trop en douceur et pas trop violent non plus. Pour Teddy, il partage à peu près cet avis. Et comme ils ont une spécialité sur l'économie allemande, là-dessus, il met un bémol où il dit que on semble dire que l'Allemagne va passer des moments extrêmement difficiles et peut-être plus difficiles. Et moi, j'ai juste envie de dire quelque chose et après, je vais vous laisser réagir. On a quand même dans cette crise un fort accélérateur de la crise, même si, je le répète, pour moi, ce n'est pas la guerre en Ukraine qui a déclenché la crise. Elle était sous-jacente, elle aurait dû venir. Par contre, elle a créé un catalyseur et un accélérateur gigantesque. On peut aussi penser à un moment ou à un autre à une sortie de guerre qui amènerait des choses positives. Et on a aussi une autre règle en économie, c'est que tout choc amène un contre-choc. Donc, le choc qu'on a sur la très forte augmentation du gaz, on peut aussi, pardon, excusez-moi, on peut aussi penser qu'on aura un contre-choc comme on avait eu sur le pétrole, avec un effondrement des prix du gaz et donc un stimulus. Alors, voilà, vous avez... Effectivement, moi, je vais me faire un petit peu redondant avec ce qui a été dit, hein. Moi, je le vois depuis le prisme luxembourgeois, mais évidemment, quand bien même au Luxembourg, la croissance a toujours été supérieure à la moyenne de la croissance des autres pays de l'Union européenne depuis des années, aujourd'hui, on ralentit, ça ralentit très fortement. Et les différents gérants ou économistes qu'on côtoie depuis notre activité d'assureur chez Willins rejoignent à peu près ce qu'ont dit vos invités précédents, à savoir qu'effectivement, on va aller cette fois, c'est sûr, vers une récession avec une inflation qui se généralise à tous les secteurs. Vous voyez les derniers chiffres de l'INSEE d'août 2021 à d'août 2022, c'est très clair. Après, moi, comme vous le savez, je ne suis pas juriste, mais je suis économiste. Je suis juriste, je ne suis pas économiste comme vos invités. Bien évidemment, je pense que la récession, elle arrive. Je rejoins assez fortement ce qu'a dit Étienne, à savoir que par rapport à la crise de 2008-2009 qu'on a connue et qui était plus une crise entre nous, si vous voulez, une crise entre financiers, entre banques, si je puis dire, même s'il y a eu des impacts sur l'économie réelle. Vous avez personne, aucun épargnant n'a perdu son argent. Ça me paraissait un petit peu plus diffus, plus loin pour le commun des mortels. Là, c'est vrai que je rejoins ce que disait Étienne, à savoir qu'aujourd'hui, l'inflation, tout le monde la voit. Tout le monde la voit. Et en tant que juriste, vous savez, le droit, c'est de la politique revendiquée. Moi, je sors un petit peu du prisme économique pur. Et je me demande parfois, et j'ai quelques craintes sur la réaction des populations, sur un tissu social qui a quand même été pas mal éprouvé par le Covid, avec des partis populistes qui sont extrêmement forts partout en Europe. Votre invité précédent parlait des élections en Italie dans quelques semaines. On a vu aussi la semaine dernière la forte poussée populiste avec l'extrême droite en Suède, qui est quand même un fort pays à consensus social. Moi, je me pose la question plus sociologique de la réaction des populations par rapport à cette inflation qui maintenant se diffuse sur tous les secteurs de l'économie. Et je ne sais pas, ça pourrait être un vaste débat, si nos politiques aussi sont à la hauteur de tout ça. C'est vrai qu'on fait ce qu'il faut au niveau du bouclier tarifaire en France sur les prix de l'énergie. Vous l'avez dit justement, c'est l'État qui le paye, ce n'est pas nous. Pour le moment, jusqu'à quand? Est-ce que ça encore pour combien de temps? Pour plusieurs mois, pour plusieurs hivers? Quand vous voyez les prix qui sont mis sur la table, c'est complètement à terme délirant. On en avait parlé dans la précédente émission. Donc moi, j'ai un petit peu peur peut-être du réveil des peuples. Alors, c'est peut-être mon côté juriste qui pose la question. Je vais vous interrompre, Julien. Julien, je vais vous interrompre parce que là, on est en train un petit peu de dépasser. Mais je vais quand même revenir sur deux questions. Donc, deux questions qui sont des questions bien dures. On ne vous en voudra pas si vous vous trompez parce que c'est toujours des questions où on se trompe. Atterrissage en douceur ou pas? Oui, donc, plutôt, je pense. Oui, plutôt un atterrissage en douceur, effectivement. Plutôt un atterrissage en douceur. OK. On est à la radio, c'est noté, c'est enregistré. Hein. Deuxième question, jusqu'où iront les taux? Donc là, on a eu Étienne qui nous a parlé d'un sujet. Il a dit que historiquement, pour vraiment juguler l'inflation, il fallait qu'à un moment ou un autre, les taux passent au-dessus. Donc ça nous ferait des taux à 10%, ou alors si l'inflation rebaisse et redescend vers 5-6, ça nous ferait des taux à 6-7. Vous êtes un peu jeune, vous ne l'avez peut-être pas connu, mais dans les années 80, on s'est pris des taux courts à 10, 11, 12%.
qui ont vraiment fait le bonheur des épargnants, puisque personne n'allait en bourse. Tout le Bien monde sûr, prenait bien sûr. du court terme sûr à 10%. Est-ce qu'on va avoir des taux qui vont monter aussi haut, ou est-ce que le juriste il va nous répondre qu'il ne sait pas et qu'il vaut mieux pas parler quand on est enregistré? Eh ben, moi, je ne peux pas l'imaginer, mais effectivement, il y a 90% de la population qui a connu que la reine d'Angleterre en tant que reine du Royaume-Uni et des Commonwealth. Et vous avez beaucoup de jeunes actifs aujourd'hui qui peut-être n'avaient que connu, comme moi, vous l'avez dit, que la reine d'Angleterre, mais qui n'avaient aussi pas connu un environnement de taux qui augmente. Alors moi, je fais confiance aux économistes, comme vous l'avez dit en tant que juriste. Je peux imaginer que les taux vont monter plus loin, même si j'ai du mal pour ma part, à titre personnel, à l'imaginer, parce que c'est vrai que c'est un monde. Et bon nombre d'amis qui sont en salle de marché, ou tout simplement gérants, n'ont absolument pas connu ce monde-là. Et on a connu depuis 15 ans simplement le monde de l'argent gratuit. Et ça, c'est une nouvelle normalité, mais peut-être qu'on a du mal, sur lequel on a du mal à imprégner et à infuser, c'est clair. Ok, alors, je vous rassure, Julien, moi aussi, je n'ai connu que la règle d'Angleterre et je pense que. Mais vous avez connu les taux à 10%. Voilà. Vous me l'avez dit. Et sur le plateau, tout le monde n'a connu que la reine d'Angleterre. Ok, merci beaucoup. C'est maintenant au tour d'Étienne avec le point marché et qui sera suivi d'un débat. Étienne, c'est à vous. Étienne? Oui, je suis là. Ok. Alors, on attend avec impatience votre point marché. Point marché. Alors, nous, point marché, on a une vue assez forte sur le fait que ça va continuer à être un tout petit peu plus… Enfin, ça va être… Bref, les taux vont continuer à augmenter aux États-Unis comme en Europe. Ça, c'est quelque chose d'à peu près acquis. Et qu'on se profile donc probablement vers une récession des deux côtés de l'Atlantique, un peu plus tôt en Europe et probablement milieu de l'année prochaine aux États-Unis. Et donc, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui peut nous permettre de gagner de l'argent, enfin faire gagner de l'argent à nos clients en battant l'inflation, sans prendre trop de volatilité induite par ces phénomènes, hausse de taux et risque de récession. Et en fait, désormais, il y a une bonne nouvelle dans tout ce qui se passe. Il y a une bonne nouvelle, c'est sur le marché des emprunts, des emprunts privés, pardonnez-moi, des corporates. Des boîtes comme des sociétés comme Loxam, des sociétés comme Tereos, qui émettent de la dette. Donc, on appelle ça de la dette privée. Et ce qui s'est passé avec la volatilité des marchés depuis le début de l'année, c'est que désormais, vous pouvez avoir des rendements extrêmement élevés. Donc, sur le marché du haut rendement, vous avez des rendements autour de 6, 5, 6, 7% sur des maturités extrêmement courtes. Vous n'êtes pas obligé d'aller acheter des obligations. Comme vous le savez, dans le marché obligataire, plus c'est long, plus c'est risqué. Et désormais, vous pouvez avoir des rendements. Encore une fois, j'insiste, quand je vous parle de 6-7% sur du 2 ans, c'est à peu près ce que génère notre fonds sans objectif durable 2024, qui a 2 ans de maturité avant son échéance. Et donc, nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est qu'il y a des risques devant, il y a une opportunité pour battre l'inflation. Faut se concentrer sur la sélection des boîtes, être sûr que le risque principal devient un risque de défaut et plus un risque de marché ou un risque de taux. Et on trouve qu'il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui sont déjà dans les prix sur le marché obligataire. Une autre façon de dire les choses, on est en train de sortir d'un monde qui n'avait pas d'alternative. On a oublié les obligations parce que tout le monde achetait des actions pour des bonnes raisons. Quand les taux étaient négatifs, quel intérêt d'aller acheter du risque sans rendement? Et désormais, nous, on pense qu'on a beaucoup de rendement pour un risque qui est à peu près mesuré. On n'est pas exempt de volatilité sur les marchés, mais on trouve que sur des horizons d'investissement à 1 an et demi, 2 ans, pouvoir générer des rendements autour de 6-7% sur des boîtes qu'on connaît bien. Encore une fois, je vous ai cité Tereos, je vous ai cité Loxam, je vais vous citer Burger King. Ça, c'est des boîtes avec lesquelles on a tous une proximité. Elles sont en Europe, elles sont en France. Elles étaient là il y a 30 ans. On pense qu'elles seront là dans 30 ans. Et on trouve que c'est quelque chose, voilà, on remet de la lumière sur le marché obligataire des emprunts privés et on a du mal, enfin, on trouve que c'est la bonne idée en termes d'alternative parce que quand une obligation arrive à échéance, même s'il y a eu de la volatilité dans son prix, elle est remboursée au pair et on récupère l'argent que la volatilité nous a retiré pendant une certaine période. Et donc, voilà ce qu'on propose à nos clients, des échéances à 2 ans, des rendements autour de 6-7. Et ça vous permet de battre l'inflation française
sans prendre des risques qui nous paraissent compliqués. Et les risques qui nous paraissent compliqués, c'est des hausses de taux qui vont continuer parce que l'inflation est profondément ancrée. Et puis, des risques de récession qui font que, historiquement, c'est plutôt source de volatilité. Donc, voilà ce qu'on vous propose. OK. Donc, là, c'est la proposition. Donc, vous pensez qu'aujourd'hui, l'investissement, on va dire le mieux disant, pour les raisons de marché, c'est d'aller sur des obligations de durée courte. Donc, pour bien rappeler, le taux de l'obligation peut bouger avec le taux ou peut bouger avec son niveau de risque. Le taux de l'obligation, quand c'est un niveau court, ça ne bouge pas beaucoup puisqu'en fin de compte, ça bouge beaucoup moins. Voilà. On se rapproche très rapidement du remboursement. Exactement. Et même si on peut avoir un petit accident avec un -2, -3 sur un mois à cause d'un mouvement de taux, de toute façon, le remboursement est là. Ça veut dire que le vrai risque, il y en a deux. Donc, d'abord, il y a le risque atomique, ce n'est pas de remboursement. Ce qu'il faut le savoir pour nos auditeurs, c'est extrêmement rare dans les obligations. C'est extrêmement, extrêmement rare. Et le deuxième risque qui, lui, apparaît beaucoup plus souvent, c'est pas tout le remboursement ou pas à la date prévue, ou les deux combinés, c'est-à-dire au lieu qu'on vous rende vos 100 € que vous avez mis avec 4% d'intérêt, ben on va vous rendre que 80 € avec 2% d'intérêt. Et ça, c'est quelque chose qui arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup plus souvent sur les obligations. Donc, comment est-ce que vous pilotez ça? Puisqu'aujourd'hui, c'est un fonds 2024, donc ça veut dire qu'en 2024, vous allez fermer le fonds et rendre l'argent à vos clients. Ça, c'est inscrit dans le marbre, c'est ça? C'est ça. L'argent sera automatiquement… Non, ce n'est pas inscrit dans le marbre. On va être assez opportuniste. Non. On va être très opportuniste. Ce qu'on dit à nos clients, c'est que nos clients nous ont demandé si on allait faire ce que font la plupart de nos concurrents et homologues sur le marché, c'est-à-dire de proposer une date beaucoup plus lointaine, les 2027, les 2028. La réponse à cette question, ça a été on ne veut pas le faire parce qu'on pense que s'il y a récession, ça va vous embarquer beaucoup trop de volatilité et on trouve qu'il y a mieux à faire. Simplement, on veut rester aussi potentiellement opportuniste. Si on a une fenêtre de tir à horizon 2024 et que la récession est derrière nous et que les rendements restent élevés, ça sera peut-être une super opportunité pour nos clients. Si ce n'est pas une opportunité, comme vous le dites Bernard, on rend l'argent et nos clients pourront faire ce qu'ils veulent avec leur cash. Ça, c'est également la bonne nouvelle. Donc, on ne se ferme aucune porte. On verra ce qui se passera à horizon 2024. Mais pour l'instant, nous, ce qu'on a décidé, c'est de surtout pas embarquer nos clients dans des histoires de volatilité où il faudrait passer une récession. C'est l'intérêt de ce fonds, c'est qu'il est tellement court qu'il sera quasiment monétisé à horizon 2024. L'autre bonne nouvelle, c'est que j'ai un potentiel de performance que je n'avais pas vu, moi, depuis extrêmement longtemps. C'est-à-dire que si je me projette sur ce fonds 12 mois à partir d'aujourd'hui, toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire que je n'ai pas de défaut particulièrement élevé dans le portefeuille et que ça se passe raisonnablement bien, j'ai un potentiel de perf de 7%. J'ai un potentiel de performance de 7% et j'ai une maturité moyenne qui est un peu moins de 2 années. C'est vraiment ça qu'on aime, nous, qu'on a envie de proposer à nos clients. On ne vous embarque pas dans une situation où il faudrait passer une récession et on ne sait jamais trop comment les choses se passent dans une récession. Et on n'a pas besoin parce qu'on a largement assez de rendement dans le portefeuille à l'heure actuelle. C'est l'idée. Et effectivement, à l'échéance, on arrivera vers nos clients et on leur dira il y a une opportunité, peut-être que ça peut être intéressant de passer à une autre maturité, ou il n'y en a pas. On ferme le fonds, vous récupérez votre cash et tout le monde est content. Enfin, on espère. D'accord. Alors, comme ce fonds-là, comme c'est un fonds qui est ouvert, après on passera à autre chose pour pas que se concentrer sur ce fonds. Comme c'est un fonds qui est ouvert, si ce que vous dites convainc, et il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas à convaincre des gens qui écoutent, c'est complètement logique ce que vous dites, il y a de l'argent qui rentre et il vous faut donc à nouveau réinvestir. Et donc là, vous achetez sur le marché des obligations qui ont une durée de 18-24 mois. C'est ça. Alors, on rachète en ce moment des obligations. Alors, il se trouve que la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, le fonds a bénéficié de souscriptions depuis le début de l'année. Ce qu'on fait pour l'instant, c'est étant donné que l'environnement n'est quand même pas extrêmement porteur ni favorable, pour l'instant, tout le cash qu'on a reçu, on l'investit sur des maturités qui ne dépassent pas 2023. Donc, on reste très, très, très court pour limiter la volatilité du fonds. Et encore une fois, on n'a même pas tellement besoin d'aller plus loin sur la courbe, puisque en faisant ça, on arrive à baisser la volatilité du fonds
et à maintenir un rendement assez élevé, hein, encore une fois autour de 6%. En achetant aujourd'hui du 2023, donc ça veut dire de la maturité à, allez, qu'on ne dise pas de bêtises, du 2023, c'est de la maturité à maximum 15 mois. Oui, c'est ça. Vous trouvez du 6%? Vous savez, ça a été assez sport, hein, sur le marché obligataire. Si vous regardez le marché du high yield comme le marché investment grade, hein, qui sont à peu près les deux grands marchés en Europe, je le rappelle, le marché investment grade, c'est des boîtes comme Orange, donc des très très grosses sociétés qu'on connaît bien, qui mettent en moyenne 2 années et demie pour rembourser la dette. Le marché du high yield, c'est des boîtes qui utilisent plus d'endettement, qui ont des rendements plus élevés parce qu'il y a un endettement plus élevé. Donc là, c'est du Loxam, Tereos. Mais sur le marché obligataire, ça a été assez sévère depuis le début de l'année. C'est des pertes de 15% sur ces deux marchés. Et donc, effectivement, la baisse des prix se transparise dans le niveau des rendements. Et c'est ça qu'on trouve intéressant. Il n'y avait pas d'alternative au marché action. Il y a désormais une alternative, c'est les emprunts privés très courts. D'accord. OK. Allez, on va abandonner ça pour l'instant. Il nous reste encore un petit peu de temps. On va aller vers le marché action, donc sur un point marché, les marchés actions Europe. Donc, bon, là, ça baisse. Ça baisse et c'est un petit peu logique avec ce que vous nous avez dit. Hein. C'est-à-dire que si vous voyez la récession se pointer et si vous voyez une récession comme d'habitude venir, vous nous avez expliqué que le Standard & Poor's c'était en moyenne 40%, que la moitié du chemin a été fait. Comment vous voyez ça? Comment vous anticipez ça? Donc, essayez de nous donner une vision courte. Qu'est-ce que vous voyez dans la semaine, les 10 jours et peut-être une vision un petit peu plus longue? Comment vous pensez que les choses peuvent se mettre en place? Parce que j'ai trouvé extrêmement intéressant ce qui s'est passé lundi dernier après les chiffres de l'inflation aux États-Unis. Tout le monde est négatif sur les marchés actions. On est tous, je regarde les indices de positionnement comment on appelle ça, les études de Bank of America par exemple, qui expriment assez clairement que les investisseurs sont extrêmement pessimistes. Il y a un pessimisme qui paraît noir et en général, on le sait, des pessimismes qui vont aussi bas que ce qui s'est passé en septembre 2008 sont plutôt prompts à des rebonds. Et en fait, en regardant les performances de la plupart des fonds actions, je me suis aperçu que en fait, tout le monde est pessimiste, mais en réalité, ça ne se retrouve pas dans les performances. Les performances suivent finalement la baisse des marchés, donc les positionnements ne sont pas réellement défensifs. Il y a une expression que je vais oser, qui est un mélange horrible de franglais. Je dirais que c'est du bearishly optimistique. Les gens sont très pessimistes parce que ça fait bien de dire qu'on est négatif, qu'il y a une récession, mais en réalité, on sent qu'il y a une forme d'optimisme assez marquée. Ils espèrent que ça ne se passe pas si mal que ça à la fin et ça se retrouve dans les performances. Et c'est pour ça que ça a autant baissé lundi. Moi, je me suis dit, mais comment ça se fait que ça baisse autant alors que tout le monde est censé avoir déjà vendu? Il n'y a plus de vendeurs. Et donc, quand il n'y a plus de vendeurs, normalement, ça doit commencer à rebondir. C'est ce qu'on voit assez souvent dans les marchés. Et donc, je pense qu'en fait, le positionnement est en réalité pas si négatif que ce que les gens disent. La seconde chose, c'est que les marchés actions, on le sait, préfèrent les environnements faiblement inflationnistes. Donc, il faut qu'il y ait, pour retrouver un peu d'optimisme concret, il faut… là aussi, hein, les historiques que j'ai pu agréger montrent que sur le S&P depuis 1920, en fait, l'inflation entre 1 et 3, c'est les valorisations les plus élevées pour le marché action. Voilà, les valorisations les plus élevées, c'est une inflation entre 1 et 3. Donc là, on est à 8,5, on est bien au-delà de la cible. Et donc, ce n'est pas illogique, encore une fois, que les marchés se réajustent. Après, on n'est pas à l'abri de bonnes nouvelles. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, récession, ça ne va pas être une bonne nouvelle, mais il n'est pas impossible qu'une récession permette à ce que l'inflation commence à se juguler. Et là, je répéterai également, parce que j'ai parlé de ce que fait la Fed quand la Fed augmente ses taux, donc historiquement à partir de 2,5. Mais il se trouve que j'ai aussi quand est-ce qu'elle baisse ses taux. Et historiquement, elle baisse ses taux quand l'inflation passe en deçà de 4,4%. Et donc, ce qui est intéressant là, c'est qu'elle ne regarde pas le niveau absolu d'inflation. Ce qui l'intéresse, c'est la tendance. Donc, pour résumer tout ça, ce n'est pas un environnement ultra favorable au marché action. C'est à peu près compris par tout le monde. On comprend également que tout le monde n'est pas positionné. Et donc, il y a probablement plus de peine
à subir à un moment ou à un autre. Moi, je pense que cette peine, si elle doit arriver, c'est plutôt l'année prochaine, quand les chiffres, quand l'économie américaine arrivera réellement en récession. Je pense que encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, il faut tellement d'humilité, mais ça a déjà bien baissé et l'économie tient aux États-Unis. Donc, sachant que c'est le marché qui fait tenir le reste du monde, et que je pense que le plus dur, c'est probablement quelque part l'année prochaine, mais qu'on a quand même déjà pas mal de mauvaises nouvelles. Et une bonne nouvelle, c'est que la Réserve fédérale, elle sait être agile et qu'elle ne regarde pas le niveau absolu d'inflation, mais la tendance. Alors, est-ce qu'on a des îlots qui contredisent ça? Est-ce que dans les marchés actions, donc bon, l'Europe, ça baisse, les États-Unis, ça baisse. Est-ce qu'on a des zones, une zone Asie, Pacifique, la Chine, l'Amérique du Sud, est-ce qu'on a des zones où il ne se passe pas ça et il se passe d'autres choses? Et si vous pouviez nous expliquer pourquoi, si de telles zones existent. Alors, j'ai commencé ma carrière sur les marchés émergents. Il y a une chose qui est profondément ancrée en moi parce que je l'ai vécu de manière assez visible avec la crise asiatique, puis la crise russe, etc. Enfin bref, j'ai connu pas mal de crises. Quand vous regardez le reste du monde, donc le reste du monde, c'est on va s'attacher aux marchés émergents. Donc, on regarde ce qui se passe hors pays développés, Amérique du Nord, Europe. On va regarder marché émergent hors Chine. Et je vais parler de la Chine ensuite. À chaque fois que le dollar est fort et que les taux remontent, c'est jamais une bonne nouvelle pour les marchés émergents. Jamais. J'ai jamais vu une bonne nouvelle et je pense pas que ça va s'améliorer. Très souvent, on dit oui, mais les fondamentaux sont meilleurs. La charge de la dette va augmenter, le dollar devient un poids, la charge de la dette devient un poids, c'est rarement une bonne nouvelle. Première chose. Alors évidemment, il y a toujours des îlots pour les pays fortement exportateurs de matières premières, mais là, on est dans l'ultra spécifique. Je vais rester un peu dans le générique. On est dans l'ultra spécifique et oui, on peut trouver une perle ou plutôt quelques sociétés qui peuvent apporter des îlots de protection. Les fabricants de matières premières, les extracteurs de matières premières en sont évidemment. Ensuite, la Chine. Je me suis intéressé. C'est un marché que je regarde depuis un petit bout de temps où j'ai beaucoup investi dans le passé. Et en fait, il y a deux choses. Il y a évidemment la problématique de la crise sanitaire. Donc, vous êtes toujours dans un mini choc d'offres, ou certains chocs d'offres. Il y a aussi une problématique qui est un peu moins dans les radars en ce moment. C'est le gouvernement chinois injecte énormément de liquidités. Or, le crédit ne repart pas. Et c'est un marché qui, historiquement, a toujours été fortement soutenu par les injections de liquidités et la production de crédit. Et c'est une intuition parce que, comme vous le savez, en Chine, on ne voit pas tout, on ne sait pas tout. Mais si vous regardez le marché des développeurs immobiliers, c'est un bain de sang depuis plus d'un an et demi désormais. J'ai regardé le marché bancaire, les actions chinoises sur les grandes banques. C'est pas terrible non plus. Moi, mon intuition, c'est que cette crise immobilière, en fait, est extrêmement forte. Enfin, tout le monde sait que c'est à peu près 30% du PIB et que ça crée un vent contraire qui est assez spectaculaire. Bon, évidemment, c'est difficile de tout mesurer en Chine, mais on sent quand même une force extrêmement contraire. Donc, moi, le message que j'ai, c'est je trouve qu'il y a une prime. Donc, les îlots, pardon. Donc là, j'ai parlé des choses qu'il fallait peut-être pas regarder, mais les îlots, c'est évidemment tout ce qui est matière première. Il y a une thématique qu'on aime bien chez Senso, c'est au travers de notre fonds Senso Smart Climate, c'est que sur le MSCI Monde libellé en euros, finalement, vous êtes à des sous-perfs qui sont extrêmement raisonnables. Hein, c'est du -6, -7%. Vous pouvez, pour ce type, et je parle là de Senso Smart Climate, aller capter cette prime climatique. Et on s'aperçoit que ce sont des investissements qui tiennent remarquablement bien sur des thématiques porteuses. Moi, c'est des choses que j'aime bien. Alors, ça ne permet pas encore de générer de la performance, mais en tout cas, ça a permis d'atténuer fortement les baisses de marché. Et je ne rentre pas dans le stock picking, mais il y a vraiment des perles qui s'en sortent fortement, enfin extrêmement bien. Ça n'a échappé à personne que M. Biden avait un plan ambitieux pour le climat. Et il y a plein de sociétés qui s'en sortent remarquablement bien. Donc, moi, je regarderais plutôt à l'intérieur de certaines thématiques. La thématique climatique, est une thématique qui se tient bien. Et puis, encore une fois, hein, ceux qui ont beaucoup de pricing power et tout ce qui est relatif aux matières premières. Mais plus que des thématiques pays.
Ok. Alors, j'ai un autre sujet. On va demander à Teddy s'il veut bien de venir sur ce sujet. Donc, alors, pour moi, il y a un vrai îlot de prospérité depuis le début de l'année et tout particulièrement depuis la guerre, c'est le dollar. Donc, ça rejoint un peu ce que vous avez dit parce que sur certains indices, comme ce sont des indices mondiaux, le dollar a un impact et s'il fait que moins 6, il y a au moins 6 ou 7 points qui ont été économisés, de pertes qui ont été économisées grâce au dollar et à sa valorisation. Et il y a peut-être un deuxième îlot qu'on voit un peu moins, peut-être que je me trompe parce que je ne suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression que les grandes banques françaises, enfin les grandes banques européennes et tout particulièrement les françaises, tirent bien leur épingle du jeu, que ces hausses de taux leur sont plutôt favorables, que cette inflation va leur permettre de rajouter un petit peu des petites couches d'augmenter leurs tarifs, d'augmenter leurs frais, et peut-être que ça peut faire des choses positives. Et Teddy, je ne sais pas si c'est vraiment votre spécialité, mais si vous vous sentez, allez-y, on vous écoute sur ces sujets, et après Étienne reviendra dessus. Non, alors, ce n'est pas une spécialité chez MainFirst pour être très transparent, mais c'est vrai que globalement, quand même, on peut se dire que maintenant, les banques et notamment les titres bancaires bien connus en France ou même ailleurs en Europe ont un moment de respiration car enfin, on leur accorde, on va dire, des taux un peu plus intéressants pour leur business de manière générale. Après, sincèrement, ce n'est pas un sujet qui est très travaillé chez nous, notamment par les gérants. On a quelques banques allemandes qui sont plutôt des banques régionales d'ailleurs dans nos portefeuilles et qui, elles, passent franchement moins bien la crise qu'on va dire que les banques universelles comme on peut avoir en France. Donc, ce n'est pas vraiment un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé et sur lequel on est très, on va dire, porteur d'idées sur ce message pour être très transparent. D'accord. Alors, on va clôturer avec Étienne. Bon, si vous voulez nous dire un mot sur le dollar, vous pouvez, mais là-dessus, c'est plié, les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est sûr et certain que le dollar a monté depuis le début de l'année et depuis la guerre. Et là où je voudrais vous entendre, Étienne, même si je sais que ce n'est pas du tout une spécialité ni un marché favori de Sanso sur les banques, vous en pensez quoi alors, des banques européennes et surtout de nos grandes banques françaises? Moi, je vous rejoins totalement. J'adore les banques européennes, mais pas sur les actions. Je les préfère sur leurs instruments de dette. Parce que sur les actions, vous avez raison sur votre, ce que vous venez d'expliquer. Tout ce que vous avez dit est juste. Elle devrait en profiter. Simplement, si on en croit ce qu'on entend et ce qu'on est en train de voir, on n'est pas encore exactement dedans, mais on est vraiment proche de la récession en Europe pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Les banques, ça reste cyclique. Et qui dit cyclicité dit des prêts non performants qui vont augmenter. Et c'est rarement bon pour le marché action. Même si effectivement la hausse de taux est un facteur de rentabilité pour les banques, le problème c'est que vous avez ce vent contraire assez fort d'une récession et du coût du risque qui va augmenter. Par contre, donc ça c'est vrai pour les actions. Par contre, quand je vois des rendements sur des grandes signatures, que ce soit françaises ou européennes de manière générale, en fonction du degré de subordination des rendements qui s'échelonnent entre 5 et 10%, je trouve que très souvent, c'est un marché qui s'arbitre au passage. Parfois, il y a des environnements qui sont plus favorables aux actions bancaires, d'autres fois, c'est la dette bancaire qui est plus intéressante. Moi, là, j'ai un énorme biais pour la dette bancaire, ce qu'on appelle les subordonnés, les AT1, les COCO. Je trouve qu'il y a des opportunités sur des obligations qui sont parfois très courtes. C'est un marché de spécialistes, mais il y a des choses très intéressantes à faire et qu'en ce moment, je pense qu'il vaut mieux la dette parce que vous avez un degré de protection. Vous savez, quand ça se passe mal sur une banque, on amortit les pertes. Les pertes, on commence par les fonds propres, donc le marché action, et au fur et à mesure où ces pertes sont élevées, on remonte et ça peut aller toucher les dettes subordonnées. Sauf qu'il y a tellement de coussins de protection, la Banque centrale européenne, le régulateur a imposé tellement de protection pour préserver le capital des déposants que c'est plus un sujet action quand il y a un risque de récession qu'un sujet de dette. Donc moi, ce que j'encourage vos clients, c'est de regarder, de réouvrir également. Je vous dis, on a remis la lumière sur l'obligataire et c'est de manière générale, c'est les corporates, mais c'est aussi les bancaires. Et je trouve votre idée très, très bonne.
Très bien. Ben, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour nous tous. Donc, nous avons de bonnes idées. Et c'est maintenant au tour de Teddy Cognier où on va se concentrer sur Fentum et les deux sociétés de gestion que Fentum représente dans la distribution. Merci beaucoup, Étienne. On vous dit à très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Merci Bernard. Au revoir, Teddy. Au revoir. Alors, Teddy, Fentum, donc vous êtes déjà venu voir l'an passé. Est-ce qu'il y a du nouveau? Donc pour nos auditeurs, je répète, vous êtes une société qui se concentre sur la distribution de deux asset managers dont vous allez nous parler. Ce qui est un petit peu inhabituel en France. En France, on a plutôt l'habitude de voir des gens employés de l'asset manager qui viennent parler, expliquer les fonds. Et vous, il y a Exactement. une société intermédiaire et deux asset managers, mais pour quand même un petit peu le dire, les deux asset managers ont le même actionnariat ou un actionnariat extrêmement proche. Donc on reste quand même en famille. On reste exactement, c'est la meilleure expression, on reste exactement en famille, c'est le même actionnaire et Fentum, la société qui distribue les deux sociétés de gestion, appartient aussi à cet actionnaire. Donc c'est une grande famille. Et pour faire très simple et très rapide, hein, les deux sociétés de gestion, MindFirst, qui est plus spécialisée dans les actions et dans le stock picking et la sélection de titres, gère aujourd'hui environ 4 milliards d'actifs sous gestion. Et Etenea, qui propose plutôt des fonds diversifiés, un peu plus prudents, gère aujourd'hui à peu près 3 milliards d'actifs sous gestion. On a déjà partagé un petit peu le point de vue de gestion des maisons, donc je vais plutôt axer sur, si tu m'autorises, sur les produits qui sont un peu plus mis en avant. Et je vais commencer directement avec Etenea. Etenea, on a un fonds qui s'appelle Esper, qui est une nouveauté qui n'est pas nouveau parce qu'il a un peu plus de 3 ans maintenant, presque 3 ans et demi, mais qui est nouveau sur le marché français parce qu'on a finalisé l'enregistrement pour les clients français. Et c'est un fonds diversifié, prudent, de risque 4. Et c'est un fonds, donc, ce qu'on appelle dans le jargon global macro, c'est-à-dire que les gérants ont toute latitude, notamment pour investir sur tous les marchés via tous les instruments, tout en respectant, bien entendu, un niveau de risque précis. C'est un fonds qui investit… Alors, je vous interromps, Teddy. Ils doivent respecter quel niveau de risque? C'est un global macro agressif, prudent, prudent, moyen, prudent de risque 4. L'idée, c'est d'avoir une volatilité. Alors, c'est pas forcément… c'est pour donner une idée, mais ce n'est pas forcément la meilleure caractéristique, mais une volatilité entre 6 et 7% maximum, tout en ayant un drawdown très limité, pour être très précis sur le drawdown. Donc, la perte Alors, on va maximale… juste expliquer ce que c'est un drawdown pour les éditeurs. C'est la perte maximale en partant du point le plus haut jusqu'au plus bas qui a été atteint sur courte période. Le drawdown maximum du fonds, c'est 3,2. C'est-à-dire qu'au moment où le fonds était à son pic, et la perte maximum sur un temps très court, ça a été 3,2%. Donc, c'est un drawdown qui est assez faible. C'est-à-dire que dans les moments très risqués, de manière très compliquée pour illustrer très concrètement, lorsqu'il y a eu la crise du Covid, par exemple, en mars 2020, tandis que les marchés actions perdaient environ 30% et les marchés obligataires environ 10%, lui, le fonds a perdu moins 0,5%. Parce que les gérants ont toute latitude pour être long, c'est-à-dire acheter certains titres, ou court, short, c'est-à-dire vendre, shorter certains titres, quelles que soient les caractéristiques et quels que soient les marchés. Donc, ils investissent sur tous les marchés et ils investissent pas directement sur les actions, ils investissent plutôt via des ETF, notamment via des ETC. C'est la même chose que des ETF, mais sauf que là, c'est pour les marchés des matières premières. Et ils font aussi essentiellement des obligations souveraines ou aussi des obligations corporate. Toute l'idée, c'est vraiment d'avoir un véhicule qui est piloté pour faire face, on va dire, aux turbulences et notamment aux volatilités importantes du marché. C'est un fonds qui est géré par deux gérants qui se connaissent depuis très longtemps, qui ont plus de 30 ans d'expertise chacun sur cette thématique. Andrea Siviero et Federico Chisnecht, qui, eux, se connaissent depuis très longtemps. Andrea Siviero est on va dire, macroéconomiste.
historiquement. Il a beaucoup travaillé, notamment comme analyste dans pas mal d'institutions internationales, notamment suisses. Et Federico, son ami et son camarade de classe, j'ai envie de dire, et lui plutôt l'investisseur. Donc ça, c'est une des solutions qu'on met actuellement en avant pour nos partenaires dans des moments extrêmement difficiles comme celui-ci sur les marchés. C'est un fonds qui se défend plutôt bien parce que pour être très concret et pour parler performance, c'est un fonds qui, depuis le début de l'année, alors à vendredi, était à moins 0,2%, moins 0,5%. Vous parlez en year-to-date, donc le résultat depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, voilà, exactement. Et si on prend un peu plus de recul, on est sur une performance annualisée depuis son lancement, donc en juin 2009, qui est aux alentours de 6,8%. Et une volatilité qui est entre 6 et 7%. Donc, c'est plutôt un fonds qui s'est plutôt bien défendu dans des moments vraiment très difficiles. Et pour nous, c'est un peu un fonds aussi d'attente pour commencer à réinvestir, à revenir tout doucement sur les marchés pour ceux qui ne le sont pas encore ou qui évitent ou qui ont peur de revenir, étant donné qu'effectivement, la visibilité est un petit peu faible. Ça, c'est la première idée. La deuxième idée, elle est plutôt du côté… Alors, on redonne le nom du fonds, s'il vous plaît. Alors, je vais l'appeler parce qu'il s'appelle Esper Global Solutions. Alors, Esper, c'est H-E-S-P-E-R. D'accord. Esper Global Solutions. Ça veut dire quelque chose, Esper? C'est une très bonne question. Je n'ai toujours pas la réponse. Je l'ai cherché sur Internet, je l'ai demandé au gérant. Je pense que c'est une lubie personnelle et bon, il n'y a pas de chose derrière. D'accord. Donc, première idée, Global Macro. Et voilà. Un fonds qui s'appelle Esper. Et juste pour finir sur ce petit point sur Esper, c'est un fonds, et ça c'est très important, qui a une liquidité quotidienne. La liquidité pour nous est un sujet, sans revenir sur la macro, etc. Il faut être très vigilant aux produits sur lesquels on investit. Et nous, on fait vraiment la promotion de la liquidité, de la liquidité, de la liquidité. Et surtout dans le moment où les marchés sont très contractés, il faut que vous ayez accès à des produits sur lesquels vous pouvez rentrer et sortir à n'importe quel moment. Le deuxième point, c'est sur MainFirst, donc l'autre société de gestion qui est plutôt, elle, sur les actions, notamment les actions internationales au travers d'un de nos fonds qui s'appelle MainFirst Global Equity. Alors, j'en ai déjà un petit peu parlé lors des précédentes émissions. C'est notre solution, on va dire, action internationale pour les investisseurs qui ont une capacité à reprendre du risque ou qui souhaitent reprendre du risque. Là, le risque, on va dire qu'il est diversifié sur les zones géographiques, parce que c'est un fonds qui travaille sur toutes les zones géographiques, aussi bien l'Europe, l'Amérique du Nord que le reste du monde et notamment l'Asie, et qui est multithématique. Ça veut dire qu'on va rechercher toutes les thématiques. On ne travaille pas que sur de la technologie US ou du luxe français, même si on en a en portefeuille. On va travailler vraiment toutes les thématiques au travers des énergies renouvelables, de la cosmétique, de la nourriture alternative, etc. Ou des équipementiers sportifs, par exemple. Et l'idée, c'est d'être investi sur tous les leaders de toutes ces thématiques pour avoir un vrai portefeuille diversifié sur les actions internationales et essayer d'aller attraper les meilleures opportunités. Alors, c'est vrai qu'actuellement, c'est un fonds, comme pour la plupart des fonds actions, qui sont en difficulté. Depuis le début de l'année, la performance est difficile. On est sur un fonds qui affiche une performance de moins 20% à peu près en moyenne. Alors, attendez, là aussi, je vais vous interrompre. Moins 20%. Et est-ce que ce fonds, qui est un fonds global, un fonds mondial, il vous a fait bénéficier de l'effet dollar, ou est-ce qu'il est en euros et couvert en euros? Alors, il est actuellement en euros et il ne nous a pas vraiment fait bénéficier de l'effet dollar, pour être totalement transparent. Mais historiquement, c'est vrai que le dollar, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça a été quand même une bonne solution pour ceux qui en ont eu dans leur portefeuille depuis le début de l'année. Nous, on n'a pas spécifiquement bénéficié plus que ça. Il faut noter que c'est un fonds qui, historiquement, depuis sa création en 2012, fait environ 12% de performance annualisée. Donc, il y a plutôt, il apporte de la valeur au portefeuille, notamment dans les portefeuilles dynamiques. Mais quand on regarde aujourd'hui, c'est vrai qu'on est sur des valeurs qui ont été un petit peu légèrement attaquées, effectivement, dans ces moments extrêmement compliqués, sachant que lorsque les taux ont tendance à remonter, les titres dits croissance sont plutôt les titres qui sont un peu plus attaqués. Là, on voit un petit peu sur le marché que le value se défend un petit peu mieux que la croissance, mais bon,
tout le monde est un peu dans le même panier, les performances ne sont pas très, très bonnes sur les actions. Mais pour nous, c'est une solution pour commencer aussi à reprendre du risque dans les portefeuilles, car quand on regarde les valorisations des titres qu'on a en portefeuille, on est globalement sur des valorisations très attractives, sur des dossiers de très bonne qualité. Donc, il est clair que si on a une vision un peu plus optimiste du marché sur un horizon 6 mois, 1 an, il est intéressant d'avoir un pied sur ce type de valeur et notamment sur ce type de portefeuille. Très bien. Donc ça, c'est les 2 fonds que vous mettez, Exactement. Un fonds diversifié plus prudent, Esper Global Solutions, risque 4, qui se défend très bien depuis le début de l'année, qui a un peu toutes les bonnes notes de la maîtresse, si je peux dire. Il était 5 étoiles Morningstar, 5 étoiles Cantalis. Le fonds MindFirst Global Equity, lui aussi, qui a plutôt aussi les bonnes étoiles, 4 étoiles, si je ne dis pas de bêtises, Morningstar, et qui, lui, est plutôt à fond action internationale, là, plus risqué. D'accord. Donc, je vais vous poser encore une petite question avant que ce soit au tour de Miguel Ribeiro qui nous a rejoint, qui, lui, va nous parler du salon de l'immobilier, du tourisme et des choses comme ça. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quand même un danger à rentrer dans un fonds qui a déjà fait moins 20 ? On n'a pas encore de top départ, d'un redémarrage des actions. Étienne nous disait historiquement, bon alors historiquement, ça veut juste dire que ça s'est passé dans le passé, ça ne veut pas dire que ça va se passer dans le futur, mais il nous disait, voilà, on pourrait encore perdre 20% pour rejoindre les moyennes des autres récessions. Voilà, donc comment est-ce que vous voyez ça? Comment est-ce que vous intégrez ça? Donc, après, à chacun de le mettre dans sa propre perspective et dans sa chose. Mais est-ce qu'il faut vraiment y aller maintenant? Est-ce qu'il faut encore regarder? Alors, bien sûr qu'il y a un risque sur les actions. Après, ce qui est intéressant, c'est regarder aussi ce qu'on va mettre à l'intérieur de ce portefeuille, où nous, on regarde quand même des choses sur lesquelles on a une certaine visibilité, une certaine stabilité. Par exemple, on a du côté des actions françaises, la France représente environ 8 à 10% du portefeuille. On a quand même des entreprises qui sont extrêmement solides. Je pense à LVMH, et L'Oréal que tout le monde connaît, où on voit quand même des taux de croissance, notamment dans les pays émergents qui recherchent des biens de consommation plutôt de luxe, des taux de croissance qui sont assez impressionnants, qui, eux, ne changent pas et ne bougent pas. Donc, ces entreprises-là, notamment, ont tendance à nous montrer, et on a tendance à analyser les opportunités sur le long terme de ces entreprises-là qui, pour nous, sont des facteurs importants pour rester investi dans ces entreprises-là. Et c'est là où on ne voit pas forcément de dépréciation sur long terme. Ou alors, on s'oriente aussi vers des thématiques. Je pense notamment à la fameuse thématique de la voiture électrique. On le voit, les voitures thermiques vont être plus ou moins bannies des grandes villes ou des grands pays d'ici 20 à 30 ans. Et c'est vrai qu'on a beaucoup investi au travers des constructeurs de batteries électriques ou des constructeurs de voitures électriques qui sont ONU, qui sont pour nous aussi des opportunités sur le long terme. Donc, ce sont des entreprises sur lesquelles on a une belle visibilité, une vraie visibilité aussi sur le chiffre d'affaires sur le long terme et sur la croissance de ce chiffre d'affaires sur le long terme. C'est pour ça que pour nous, c'est peut-être aussi une opportunité de commencer à y investir. Alors, c'est vrai qu'à court terme, on peut voir que tout est quand même noir. Néanmoins, on essaie aussi d'avoir des perspectives et le but d'ingérence, c'est aussi d'anticiper sur le long terme. Et pour nous, cette anticipation, elle commence au travers de ce type de véhicule. Super, merci beaucoup Teddy, merci beaucoup d'être venu, merci de nous Bernard. avoir donné ces explications. Donc la grande nouvelle, c'est un nouveau fonds, c'est Esper. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais on va espérer que ça se passera bien. Donc un fonds de global macro. C'est un peu une thématique qui revient à la mode. C'est un petit peu drôle. D'ailleurs, au début, on n'avait que H2O. Puis il y a eu un énorme accident chez H2O. Et en fin de compte, ça a fait revenir d'autres gens sur cette thématique, avec Sunny qui a un fonds, avec Dena qui a un fonds, et une thématique qui pourrait bien s'installer dans le paysage de l'épargne française. Et après, quelque chose de plus classique qui est un peu malmené en ce moment, le fonds Global Equity, donc un fonds mondial, où on n'a pas gagné du fait du dollar. Donc, ce que ça veut aussi dire pour les auditeurs, c'est que si le dollar venait à rebaisser, ça ne fait pas partie des fonds qui perdraient sur la monnaie non plus. Voilà, à très bientôt et on vous remercie encore d'avoir partagé ce moment avec nous. Et c'est maintenant au tour de Miguel Ribeiro. Bonsoir Miguel. Bonjour. Comment ça va?
Ça va, Bernard. Alors, Merci. Miguel, on va parler un petit peu de vous tout à l'heure, mais juste pour présenter, vous avez beaucoup de cordes à votre arc, vous faites beaucoup de choses, vous êtes extrêmement connu dans la communauté française ici à Lisbonne, vous faites partie de ces luso-descendants, de ces franco-portugais, de ces doubles nationaux, plein de noms, chacun les exprime comme on veut, mais en tout cas, vous êtes à l'aise dans les deux cultures, vous êtes à l'aise dans les deux mondes. Et par le hasard des choses, vous avez repris le salon de l'immobilier au Portugal et du tourisme, qui était un événement qui a commencé avant le Covid, qui a été un peu perturbé pendant le Covid parce que c'était compliqué de faire des organisations. Et là, c'est tout proche, il va ouvrir ses portes dans quelques jours. Allez, dites-nous en plus. Écoutez, Bernard, tout d'abord, merci beaucoup pour cette opportunité. Effectivement, j'ai pris le challenge cette année d'organiser le salon de l'immobilier du tourisme portugais qui se tient traditionnellement à la porte de Versailles depuis 2012. Donc, cette année, nous allons ouvrir les portes de la 9e édition du salon. Donc effectivement, cette année, nous espérons beaucoup de cette 9e édition. Nous attendons un salon qui va marquer un retour à la normale, puisque cette rencontre est unique en Europe, hein, du moins avec cette dimension. Et on souhaite maintenant avoir une ambition qui sera celle de contribuer encore plus fortement à la consolidation du Portugal en tant que destination de premier choix. Aujourd'hui, l'objectif n'est pas de faire connaître le Portugal, mais plutôt de consolider l'image du Portugal, et ça auprès d'un public beaucoup plus élargi qu'il ne l'était au début des premières éditions, où tout le monde sait parfaitement que les profils de gens qui venaient s'installer au Portugal ont beaucoup évolué sur les 10 dernières années. Alors, ce salon, il s'adresse aux gens qui viennent s'installer au Portugal et, entre guillemets, donc, à cette émigration ou à ce nomadisme européen. Et d'ailleurs, pas que, puisque quand on regarde les statistiques que publie le Portugal, il y a un vrai nomadisme non européen. Hein. Il y a des gens qui viennent d'Ukraine, de Russie, de Chine, des États-Unis. J'ai lu quelque part que les États-Unis étaient en train de devenir le premier contingent d'étrangers qui s'installaient. Où est-ce que ce salon s'adresse? J'ai envie de dire à la catégorie classique des gens depuis très longtemps qui vont acheter une résidence secondaire pour avoir soit une maison de vacances, soit une maison pour quand ils seront à la retraite, soit une maison pour ce qu'ils veulent. Et troisième catégorie qu'on ne va pas oublier quand même, une énorme communauté d'origine portugaise en France qui, elle aussi, peut avoir envie d'acheter un appartement ou d'acheter une maison, en fin de compte, d'avoir un bien là-bas. Alors, justement, nous souhaitons que cette édition 2022 s'adresse autant aux retraités, autant aux gens qui souhaitent s'acheter une résidence secondaire pour investir ou en vue d'une retraite dans quelques années, mais également aux nombreux entrepreneurs qui souhaitent réorganiser leurs activités pour pouvoir travailler une partie de leur temps à distance. Parce qu'aujourd'hui, on observe un phénomène de beaucoup d'actifs, soit entrepreneurs confirmés déjà installés en France ou avec des activités ailleurs, une nationalité française, soit des gens qui souhaitent effectivement développer une activité au Portugal plus nomade, je dirais. On va essayer de toucher un peu toutes ces populations, justement parce que parmi les exposants, nous comptons des agents immobiliers, bien évidemment. Nous comptons également des agences plus tournées vers le tourisme, mais surtout un grand nombre d'experts juridiques, fiscalistes, notariats, dans tout un nombre de domaines qui sont très utiles, bien évidemment, pour préparer un départ. Alors, on comptera cette année notamment, dans le cadre des conférences, avec 2 ou 3 intervenants qui vont spécifiquement aborder les sujets autour de la création d'entreprise.
Donc, c'est un peu la nouveauté cette année par rapport à ce que c'était auparavant. Voilà. Donc, parce qu'en fait, Lisbonne, comme tout le monde le sait, s'affirme de plus en plus comme un hub technologique. Le Portugal a beaucoup investi dans un certain nombre de dispositifs justement pour attirer ces entrepreneurs. Tout ça, ça a commencé à se mettre en place et je dirais qu'un des grands virages a été l'arrivée du Web Summit à Lisbonne en 2016, qui a quand même mis un peu en lumière le Portugal sous d'autres aspects. Alors, même si aujourd'hui, bien évidemment, et j'en profite juste pour faire une petite parenthèse, nous sentions bien que pendant 2 ans, donc il n'y a pas eu de salon, nous sentions bien que l'attente est forte. Beaucoup de gens qui, par exemple, avaient démarré des projets, une réflexion autour d'un projet d'expatriation en 2019, ont mis en stand-by leur projet à cause de la pandémie. Et là, ils reviennent. Donc, on sent qu'il y a quand même une véritable appétence, beaucoup de questions, on reçoit énormément de questions, on reçoit énormément de questions de la part des gens qui s'inscrivent. Et effectivement, on a voulu prendre un peu le pouls. Et nous avons notamment fait réaliser une étude par OpinionWay, dont les résultats sont viennent confirmer en fait ce qu'on savait déjà. Donc, 1 Français sur 5 envisage de télétravailler en dehors de France. Donc, ça, c'est une étude qui a été réalisée au mois d'août 2022. Et parmi ceux-là, il y en a pratiquement 1/5, donc ça veut dire quand même 1 million de personnes qui disent que dans cette perspective, ils choisiraient le Portugal. Donc aujourd'hui, le Portugal est attractif à cause de son climat, à cause de sa qualité de vie pour une population de retraités, bien évidemment, mais aujourd'hui, je dirais que l'attractivité va bien au-delà de ça. Voilà, donc ça fait partie des sujets que nous allons aborder lors de la journée d'ouverture. Alors, la journée d'ouverture va se dérouler donc, le 23 septembre. Le salon se déroule du 23 septembre, du 23 au 25. Donc, alors, attendez, le 23, c'est un jeudi, c'est ça? Un vendredi. Vendredi 23, donc alors, dans 3 jours. OK, donc du vendredi 23 septembre, à quelle heure il ouvre le salon? Alors, il ouvre à 10h jusqu'à 19h. 10h à 19h. Il est donc porte de Versailles. Porte de Versailles. Alors, vous avez le nom du pavillon? Hall 2.2. Hall 2.2. Pavillon porte de Versailles. 2.2. Hall 2. Pavillon 2. Hall 2, pavillon 2. Voilà. OK. Voilà. Et donc, il va durer vendredi, samedi et dimanche, c'est ça? Exactement. Et donc, il va terminer dimanche 25 à 19h, c'est ça? À 19h, exactement. D'accord. Et donc là, il y a… Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce salon? Donc, on va trouver des promoteurs, des marchands de biens, des banques, des notaires, des avocats. Et après, vous avez dédié un coin à l'entreprise où vous avez invité des professionnels de la création d'entreprise, des experts comptables, des auditeurs, des choses comme ça? Il y a effectivement des experts comptables qui vont être présents et plusieurs conférenciers qui vont donner des conférences spécifiquement sur la création d'entreprise. Donc, en fait, le programme va être publié, est déjà publié, mais est en version préliminaire sur le site du salon. Et nous allons… Alors, le site du salon, donnez-nous le site du salon. On entend mal à l'antenne, mais on le remettra sur les réseaux sociaux. In Portugal. Alors, in Portugal. .salon. .salon. C'est tout. C'est tout? www.inportugal.salon. Et il n'y a pas un… Ah non, puisque salon est une extension. Ah, le salon, c'est l'extension, exactement. D'accord. Voilà. OK. Alors, les conférenciers, ça va être des gens connus? Alors, ce sont des gens qui sont connus dans la communauté portugaise. On va pouvoir compter sur Maître Francisca Martins. Alors, on va le remettre en français. Francisca Martins. Voilà. Exactement, qui est avocate à Lisbonne et qui va justement aborder la question de la création d'entreprise et de l'investissement.
Nous allons avoir également maître Sandrine Bisson-Marvao. Sandrine Bisson-Marvao. Marvao, exactement, qui, elle, va aborder la technologie, enfin, tout cet écosystème, et va parler notamment des mécanismes mis en place par les autorités pour faciliter l'installation de ces populations-là, entre autres. Nous allons avoir également un spécialiste dans l'installation de sociétés à l'étranger, donc Portugal et autres, etc., etc. Voilà. Qui c'est ce spécialiste? C'est un spécialiste portugais? Alors, non, il est français. Il est français. Il a développé des activités au Portugal. Il s'appelle Alim Deres. D'accord. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, le programme définitif va être publié au plus tard demain matin. Et nous invitons bien évidemment tout le monde à venir les écouter. Je pense Vous attendez beaucoup de monde? Écoutez, dans notre pari cette année, c'est entre 15 et 20 000 personnes. Quand même. Donc, c'est quand même un vrai sujet. Alors, on a fait quand même des investissements assez conséquents, puisque, comme vous le savez peut-être, nous sommes dans le métro à Paris, en affichage dans le métro à Paris pendant 14 jours. Et puis, nous avons fait un effort assez conséquent sur les réseaux sociaux pour faire connaître le salon, ainsi que tout un travail auprès de la presse, qui cette année semble s'intéresser beaucoup à l'événement, très probablement parce qu'on est dans une année de reprise. D'accord. Et vous avez des chiffres de combien il y avait de fréquentation avant le Covid? Aux alentours entre 10, 15, 17 000 personnes. D'accord. Donc, vous voulez revenir, revenir sur une bonne année et faire comme ça. Et donc, le salon, on le répète, il s'adresse à toutes les catégories de gens qui ont envie d'acheter au Portugal, donc que ce soit juste pour avoir une résidence de vacances, en vue d'un projet pour y vivre ou de s'y installer directement, ou juste de jamais s'installer, juste de faire un investissement et de chercher à rentabiliser d'une manière ou d'une autre. Est-ce qu'il y a des banques qui vous accompagnent sur ce salon, puisque pour faire des investissements, en général, il faut du crédit? Nous avons 3 banques qui vont être présentes, dont je vais les nommer. Il y a Caixa Geral de Depósitos. On revient de nouveau avec l'accent français, s'il vous plaît. Caixa Geral de Depósitos. Voilà, la Caisse Générale de Dépôt. Voilà. Exact. Qui est une banque portugaise présentée en France, comme vous le savez. Il y a CIC Iberbanco. D'accord. Et Santander. Et Santander. OK, très bien. Donc, Santander aussi, c'est une banque extrêmement bien représentée au Portugal avec beaucoup d'agences. OK. Voilà, autre chose peut-être, quelques exposants mythiques ou quelques exposants très nouveaux venus, des gens qui sortent un petit peu de ce qu'on peut trouver d'habitude? Nous avons cette année quelques promoteurs de la région, notamment des promoteurs de la région, de la côte atlantique au nord de Lisbonne. D'accord. De la côte atlantique au nord de Lisbonne. Donc, côte atlantique au nord de Lisbonne, c'est ce qu'on a. C'est Nazaré. Nazaré. Voilà. Donc, pour les surfeurs, Nazaré est un des spots mondiaux de surf. Nous avons également beaucoup de gens, beaucoup de promoteurs qui viennent d'Algarve. D'Algarve, donc là, c'est le sud du Portugal. Et 3 municipalités. Cette année, nous mettons à l'honneur 3 municipalités importantes. Une municipalité qui est celle de Loulé, en Algarve. Donc, Loulé, OK. Loulé, où est situé le Triangle d'Or, entre Vilamora, etc. etc. D'accord. Pour ceux qui n'y sont jamais allés, il y a un très, très beau marché à Loulé. Exact. Ensuite, la région de Leiria, la communauté intermunicipale de Leiria, Leiria. Voilà. Et la communauté intermunicipale de Médio Tejo, qui est la zone de Orem, Fatima. D'accord. Donc ça, c'est plus à l'intérieur des terres. Ça, c'est plus à l'intérieur des terres. C'est au nord de Lisbonne, à l'intérieur des terres, c'est ça? Exactement. C'est à 100 km de Lisbonne, au nord de Lisbonne. Voilà. Plus vers les terres, effectivement. Et en fait, donc je pense que la volonté de ces municipalités ou de ces communautés intermunicipales est de promouvoir
promouvoir. Alors pour Lollet, ce qui est curieux, c'est que Lollet est une municipalité qui est en bord de mer, hein, puisqu'elle couvre le triangle d'or en Algarve, mais l'objectif de cette municipalité est de faire connaître l'intérieur. D'accord. Et de montrer autre chose que la plage. Bah écoutez, allez, on va rappeler donc le salon de l'immobilier portugais du tourisme à la porte de Versailles, à Paris, hall 2, pavillon 2, du vendredi 23 septembre, c'est-à-dire ce vendredi à 10h jusqu'à 19h et jusqu'au dimanche 25 septembre. Des conférenciers, des exposants, des banques, des avocats, des professionnels de l'immobilier, du droit et du chiffre. Tout ça pour vous donner envie, pour vous accompagner, pour acheter, pour revendre, pour louer, pour réacheter, pour venir s'installer, venir juste passer un bon moment ou venir finir vos jours même. Voilà. Et j'ai envie de dire, allez, un petit clin d'œil, ici au Portugal, tout est beau et tout est bon. On vous remercie beaucoup, Miguel, pour être venu nous en parler sur la French Radio. Et voilà, on espère que vous ferez un bon salon, que vous dépasserez vos 20 000 visiteurs et vous viendrez nous raconter, voilà, avec le sourire, comment tout ça s'est passé et toute cette réussite qu'on vous souhaite. On termine cette émission avec vous. Donc, bonne soirée à tout le monde et on rend l'antenne à la French Radio. Merci beaucoup. Au revoir. La French Radio. Portugal.